Pour avancer dans mon enquête sur les mystères de Moïse, je cherche à identifier le pharaon cité dans l'Exode. La Bible ne mentionne pas son nom, mais si vous avez vu les 10 commandements, vous le connaissez. Il s'agit de Yul Brynner, enfin de Ramsès. Afin de mieux connaître Ramsès, je me rends à 720 km au sud du Caire pour visiter l'ancienne capitale de Luxor. Sur la rive est du Nil, le monde des vivants et les ruines majestueuses de Luxor et de Karnak. Et sur la rive ouest, on a la Cité des Morts, l'endroit qui abrite la Vallée des Rois. Mais aussi les vestiges d'un temple mortuaire que l'on appelle le Ramesséum. À l'intérieur de ces ruines mystérieuses, je retrouve mon ami Baha Gaber. Baha, Josh! Josh, comment ça va? bien, et toi? Super, merci. Cet endroit est spectaculaire. Oui, c'est le Ramesséum. C'est donc un temple dédié au pharaon Ramsès II. Oui, D'accord, bien. Chaque histoire a besoin d'un méchant. Cela fait des années que les gens affirment que Ramsès II est le fameux pharaon de l'Ancien Testament. C'est l'antagoniste du livre de l'Exode. Il est terrible, au même niveau que Dark Vador et que Thanos. Façon méchant qui se touche la moustache. Alors, je voudrais savoir comment il est perçu ici en Égypte. on l'appelle Ramsès le Grand. Ramsès le Grand? Oui, Pas Ramsès le diabolique ou Ramsès le méchant. et pas Ramsès le malfaisant. Eh non, c'est Ramsès le Grand. Exact. Malgré sa mauvaise réputation dans la culture biblique, si quelqu'un a bien mérité le titre de grand, c'est Ramsès II. Il a gouverné l'Égypte pendant 67 ans, jusqu'à plus de 91 ans, et a fait construire un grand nombre de temples dédiés à sa divinité. C'est ici, dans le Ramesséum, qu'on trouve les restes de l'une des plus grandes statues jamais découvertes. Un colosse assis représentant Ramsès, qui devait mesurer 18 mètres de haut. Mais alors, pourquoi a-t-il gagné cette réputation? Pourquoi pense-t-on que le pharaon du livre de l'Exode est Ramsès? Parce que quand les gens ont essayé d'établir une chronologie pour déterminer quand Moïse a vécu en Égypte, ils se sont dit que c'était sans doute au XIIIe siècle. Ramsès II a eu un règne exceptionnellement long et il était puissant, alors on a pensé qu'il s'agissait de lui. Si Ramsès est bel et bien l'ennemi de Moïse, alors cela soulève une question importante. Est-ce qu'il y avait des esclaves hébreux dans l'Égypte ancienne? Est-ce qu'il y a des preuves archéologiques de l'existence d'un grand nombre de Sémites ayant été asservis dans la région? Il n'y a aucune preuve. Aucune? Aucune. Mais qui sont les gens qui ont construit ces incroyables temples? Ceux qui ont bâti les pyramides? Étaient-ils des esclaves? Non, c'était des ouvriers. Ah oui? Tout à fait. Des Égyptiens? Exactement. Non, les monuments d'Égypte n'ont pas été érigés par des esclaves. Il y a des preuves attestant de l'existence d'ouvriers qualifiés. Il s'agit notamment des tombes des travailleurs en question ou de graffitis de leurs faits. En revanche, rien ne prouve la présence d'un grand groupe d'esclaves. Mais alors, j'aimerais savoir d'où nous vient cette idée qu'il y avait des esclaves en Égypte et des Hébreux qui ont fui le pays quand on leur en a donné l'occasion. Josh, il y a un temple tout près d'ici. On y trouve des réponses. Ah oui? Suis-moi. Tout près du Ramesséum, Baha m'emmène dans les ruines du temple funéraire bâti en mémoire du pharaon Merenptah, l'un des fils de Ramsès II. J'y découvre une stèle, un monument en pierre recouvert d'inscriptions. Dans un coin, on y trouve un détail historique. Là, c'est le roi, c'est bien ça? Oui, Ça raconte ses exploits sur le champ de bataille. oui. D'accord. Qu'est-ce qui est important? Josh, il y a un détail crucial sur cette stèle. Quelque chose de très choquant. Ok. Ici, le roi indique qu'il a réussi à vaincre le peuple d'Israël. Israël? Oui, et il faut savoir que c'est la toute première fois que le mot Israël est mentionné en dehors de la Bible. C'est fascinant. Mais il existe des différences entre ces inscriptions et la Bible. Ok. Ici, il est écrit que le pharaon a emmené son armée à l'extérieur de l'Égypte. Les Hébreux attaquaient le pays par le nord. C'est un incroyable retournement de situation. Les Hébreux passent du statut d'esclave à celui de puissante armée. Ils représentent même un possible envahisseur aux yeux du pharaon de l'époque. Oui,
J'ai une question. Est-ce qu'il existe des preuves historiques qui attestent que les Sémites ont été chassés de l'Égypte alors qu'ils y résidaient? Tout à fait. Vraiment? Oui, ça s'est produit, mais c'était 300 ans avant le règne du roi Ramsès II. Avant Ramsès? Oui, on appelle ces gens les Hyksos. Les Hyksos. Exactement. Ils sont venus en Égypte et ils y sont restés environ 200 ans avant que le roi Ahmosis Ier ne les chasse du pays. Plusieurs siècles avant l'époque de Moïse, il existe des traces d'un peuple qui provenait de la terre de Canaan. Aujourd'hui, c'est l'équivalent d'Israël et des territoires palestiniens. Mais ces gens n'étaient pas des esclaves. Il s'agissait de marchands et de dirigeants. Des Cananéens ont même gouverné la Basse-Égypte pendant un temps. Ils ont été renversés par un autre groupe de Sémites, les Hyksos, qui ont ensuite été expulsés d'Égypte. On a donc la trace d'un peuple venu de Canaan, qui n'était pas un groupe d'esclaves. Il s'agissait d'envahisseurs. Est-ce qu'il y a un lien? L'histoire de l'Exode est-elle en partie basée sur l'expulsion des Hyksos par le roi Ahmosis Ier? C'est possible. On a un groupe de Sémites qui est entré et sorti d'Égypte. Et ils ont été chassés par le pharaon. Exactement, oui. Le schéma semble se reproduire. Les épisodes de l'Exode sont très similaires à des événements historiques, même si les époques et les circonstances ne semblent pas toujours correspondre. Les Hyksos sont-ils les Hébreux dont parle l'Exode? Pour le découvrir et prouver l'existence de Moïse, il ne reste qu'une chose à faire: suivre les traces des Hébreux pour quitter l'Égypte et pénétrer dans le Sinaï. Bien sûr, quand les Hébreux l'ont fait, Moïse a trouvé un raccourci unique. Je suis devant la mer Rouge. Dans la Bible, Moïse cherchait absolument à faire passer son peuple d'ici à la péninsule du Sinaï, à 25 km de là. Heureusement pour lui, il a reçu l'aide du ciel. Allez, on va tester. Je peux avoir un bâton? Sérieux? Ok. Le présentateur de cette émission livrera bataille pour nous. Contemplez la puissance de Josh! Écarte-toi! Allez, fais ce qu'il faut! Bon, j'ai essayé. D'après le livre de l'Exode et les films hollywoodiens, les Hébreux se sont retrouvés coincés entre la mer Rouge et l'armée égyptienne. Moïse a levé son bâton et la mer Rouge s'est écartée devant eux. Les Hébreux ont pu traverser en sécurité. Les flots sont retombés sur l'armée égyptienne qui les poursuivait. Le réalisateur a réussi cet effet en versant de l'eau sur de la gélatine. Pas mal. Mais est-ce que la science peut expliquer ce miracle? Il se pourrait que nous ayons mal lu la Bible. En hébreu, l'étendue d'eau scindée par Moïse s'appelle Yam Souf. Cette expression signifie la mer des joncs ou des roseaux. La traduction l'a identifiée à la mer Rouge, mais il pourrait s'agir d'une partie du delta du Nil. La Bible parle d'un vent d'est puissant qui soufflait avant que la mer ne s'écarte. Or, il se trouve que la mer des joncs, tout comme la mer Rouge, a une topographie unique. Je vais vous montrer. C'est froid! Ici, il faut savoir que l'eau est très peu profonde. Il a été prouvé qu'un vent soufflant à 95 km/h pendant 8 heures dans une zone marécageuse peut repousser les eaux et exposer un pont terrestre. Et si le vent est tombé après la traversée des Hébreux, alors un mur d'eau aurait pu engloutir l'armée égyptienne lancée à leur poursuite. Mais même si tout cela était scientifiquement possible, pourquoi les vents auraient-ils soufflé pile quand Moïse en avait besoin? C'était pour arranger les Hébreux? En conclusion, on peut dire qu'il s'agissait soit d'un énorme coup de chance ou d'une intervention divine. Bon, puisque Dieu a mieux à faire que d'accomplir un miracle à la télé, je vais me passer du raccourci. Je remonte la côte de la mer Rouge vers le nord pour passer de l'Afrique à l'Asie. Me voilà dans le désert de la péninsule du Sinaï. 67 000 km² de sable. Le Sinaï est également le théâtre de l'un des moments les plus fondamentaux du livre de l'Exode. En effet, il se trouve que c'est quelque part ici, au milieu de ces dunes, que Moïse est monté au sommet du mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements.